Quand on parle des meilleures ligues formatrices d'Europe, on pense immédiatement au Portugal, aux Pays-Bas ou même à notre Ligue 1. Des championnats reconnus, habitués à produire des talents et souvent cités comme référence par les médias. Mais il existe un pays dont presque personne ne parle en France, en tout cas dans les médias mainstream. Un pays discret, plus petit que la Suisse et même moins peuplé que certaines régions françaises. Son championnat de première division compte seulement 12 équipes, et pourtant il a formé certains des jeunes les plus doués du football moderne. Ce pays, c'est le Danemark. La Superliga, dans l'ombre, a révolutionné la formation et le recrutement des jeunes, grâce à des clubs qui ont décidé d'innover plutôt que de suivre la tendance. Des clubs comme Midtjylland, Brøndby ou Nordsjælland, qui ont développé des modèles tellement efficaces qu'ils inspirent aujourd'hui des géants comme Liverpool, la Galaxy Red Bull et même certains clubs français. Bienvenue dans Muscle ton jeu, et dans ce 4e épisode, on va chercher à comprendre comment une ligue aussi petite réussit à produire autant de cracks, et surtout, pourquoi la Superliga danoise est devenue si différente du reste du continent. Avant de devenir le laboratoire moderne de formation que je vais présenter par la suite, le football danois a longtemps évolué dans l'ombre. La Superliga ne se professionnalise réellement qu'au milieu des années 80. Jusque-là, le championnat est semi-pro, les infrastructures sont limitées et les clubs danois sont très loin du top niveau européen. C'est un contraste frappant avec la sélection nationale qui, elle, connaît un âge d'or spectaculaire avec la génération qu'on baptise Danish Dynamite et qui remporte l'Euro 1992 à la surprise générale et alors que le pays n'était même pas qualifié au départ. Le problème, c'est que cette équipe était presque intégralement composée de joueurs évoluant à l'étranger, en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Angleterre. Le championnat local, lui, n'arrive pas à suivre le rythme. Dans les compétitions européennes, les clubs danois disparaissent rapidement, souvent en poule même, à l'exception d'un exploit isolé, la demi-finale de Brøndby en Coupe UEFA 1991, encore considérée comme l'un des plus grands parcours continentaux d'un club danois. Mais en 1995 arrive un bouleversement majeur, l'arrêt Bosman. Pour les grands championnats, c'est une révolution qui facilite la mobilité des joueurs et permet d'attirer facilement les meilleurs talents du continent. Pour les petits pays, c'est l'inverse. Les clubs perdent leurs joueurs gratuitement, les jeunes partent de plus en plus tôt à l'étranger et les budgets déjà faibles deviennent insuffisants pour retenir les cracks issus des centres de formation. La Superliga, qui accusait déjà un retard structurel sur l'Europe de l'Ouest, se retrouve brutalement distancée. Pendant que les grands championnats se renforcent, le championnat danois voit son niveau stagner et sa capacité d'attraction s'effondrer. Ce contexte force les clubs danois à se poser une question essentielle à sa survie. Comment exister dans le football moderne sans argent, sans stars et sans prestige européen ? Et la réponse, ils vont la trouver dans la formation, la data et l'innovation, bien avant la mode du Moneyball en Europe. La transformation du football danois ne naît pas d'un grand plan national orchestré par la fédération, mais vient plutôt des clubs eux-mêmes. Pas de directive centralisée, pas de modèle imposé, seulement des initiatives locales, parfois radicales, qui finissent par redéfinir tout le football danois. Et parmi ces clubs pionniers, l'un d'entre eux va complètement changer la manière d'aborder le football moderne. Un club perdu au milieu du Jutland, sans grande histoire, sans moyens, mais avec une idée qui va bouleverser toutes les certitudes du pays. Utiliser les données, la science et les statistiques pour gagner. Ce club, c'est Midtjylland, le premier laboratoire du football danois et peut-être l'un des projets les plus influents d'Europe au XXIe siècle. Le club est tout récent, formé en 1999 suite à la fusion de 2 clubs dans la région. Il évolue en Superliga depuis la saison 2000-2001 et se place même régulièrement sur le podium, mais ne parvient pas à prendre le titre dans un championnat dominé par Copenhague et Brøndby. En 2014, l'homme d'affaires et data analyst anglais Matthew Benham devient actionnaire majoritaire de Midtjylland. Benham a fait sa fortune en développant des modèles mathématiques capables de prédire les résultats de matchs mieux que les bookmakers. Si ça vous fait penser à Tony Bloom, c'est normal, puisque les deux hommes ont travaillé ensemble au début des années 2000 avant de se séparer et de monter leur boîte chacun de leur côté. Quand Bloom rachète Brighton en 2009, Benham devient de son côté l'actionnaire majoritaire de Brentford, alors en 3e division anglaise. Il apporte la même philosophie en club que dans son entreprise, prendre les décisions comme un scientifique et pas comme un fan. Après le rachat de Midtjylland en 2014, le club devient un véritable laboratoire d'expérience footballistique. Tout est analysé. Les expected goals et les zones de tir bien sûr, mais aussi la valeur potentielle des jeunes et les profils morphologiques. Mais surtout, Midtjylland devient la première équipe au monde à investir massivement dans l'analyse des coups de pied arrêtés, parce que les données montrent qu'un club plus faible techniquement peut battre des équipes mieux armées en maximisant ses situations à haut rendement. Et les effets ne peuvent pas être plus immédiats. Dès la saison 2014-2015, Midtjylland remporte le premier titre de champion de son histoire. Le club marque plus de buts sur coup de pied arrêté que n'importe quelle équipe en Europe à ce moment-là et devient un modèle d'efficacité statistique. Le modèle est également étendu à Brentford, par lequel est passé un certain Nicolas Jover entre 2015 et 2019, aujourd'hui l'architecte des coups de pied arrêtés d'Arsenal. Au-delà des résultats, c'est surtout la manière de travailler qui impressionne.
Midtjylland crée une académie modèle et mise sur la post-formation, recrute beaucoup de talents africains, identifie très tôt les profils sous-cotés et remplace les scouts traditionnels par des analystes capables de repérer des joueurs qui ne rentrent pas dans les critères classiques des grands clubs. Midtjylland adopte une règle simple, si les données contredisent l'instinct, on suit les données quand même. Le club réalise régulièrement des ventes qui dépassent les 10 millions d'euros et réinvestit dans le recrutement et les infrastructures, bouclant ainsi un modèle autosuffisant qui inspire aujourd'hui toute l'Europe. D'ailleurs, Midtjylland est actuellement placé dans le top 3 en Europa League après 6 journées, en ayant battu notamment le Celtic et Nottingham Forest. À une centaine de kilomètres plus à l'est, un autre projet encore plus radical a émergé avec une philosophie presque aux antipodes. Là où Midtjylland mise sur la data, l'efficacité et l'optimisation des statistiques, le FC Nordsjælland mise sur l'humain, le développement personnel et l'éducation autant que sur le football. Ce club s'appuie sur un réseau unique au monde, la Right to Dream Academy. C'est un projet fondé en 1999 par l'anglais Tom Vernon, ancien responsable du scouting de Manchester United en Afrique de l'Ouest. Après des années à observer des jeunes joueurs talentueux laissés de côté faute de structure, il décide de créer une académie différente. Un lieu où l'on forme d'abord des individus avant des footballeurs, avec un programme combinant école, leadership, éthique et football. Vernon s'installe au Ghana, un pays où le vivier de talent est immense mais où peu d'enfants ont accès à des infrastructures de qualité. Au fil des années, Right to Dream se développe, devient l'une des meilleures académies du continent et finit par racheter en 2015 le FC Nordsjælland. Le club danois devient alors la plateforme professionnelle du projet. Un environnement pensé pour donner du temps de jeu immédiat aux jeunes formés au Ghana, mais aussi aux jeunes talents scandinaves. Résultat, Nordsjælland devient le club qui a la plus jeune moyenne d'âge d'Europe, révélant des joueurs comme Mohamed Kudus, Kamaldeen Sulemana, Ernest Nuama ou Ibrahim Osman, tout en restant fidèle à la philosophie originelle, former des individus complets et pas seulement des footballeurs. Right to Dream s'appuie aussi sur des figures de référence issues du très haut niveau, comme la légende ghanéenne Michael Essien, aujourd'hui impliqué dans le mentoring des jeunes. Un choix symbolique fort, transmettre l'expérience, les exigences et les pièges du football européen à ceux qui s'apprêtent à y entrer. Plus récemment, Nordsjælland a aussi commencé à étendre son modèle à l'échelle de la Scandinavie. De grands talents de la région sont aussi sortis de l'académie, dont Andreas Schjelderup et Konrad Harder. Le club développe désormais des partenariats avec d'autres académies danoises, notamment avec le FC Helsingør qui fait le yo-yo entre la première et la deuxième division, afin d'offrir des passerelles supplémentaires à ces jeunes joueurs. L'idée n'est pas de dominer, mais de coopérer, permettre à des talents formés à Nordsjælland de gagner du temps de jeu dans un environnement compétitif tout en restant dans un cadre méthodologique proche. Une manière de contrôler non seulement la formation, mais aussi la transition vers le football professionnel. Depuis 2015, le club n'est pas devenu un géant du championnat, mais il s'est installé comme l'un des clubs les plus réguliers et les plus excitants de Superliga. Il termine presque chaque saison dans le top 6, atteint régulièrement les barrages européens et a même terminé vice-champion en 2023. Sur la scène européenne, Nordsjælland reste modeste mais présent, notamment en Europa Conference League où le club a signé quelques performances remarquées. Ce n'est pas une équipe qui domine la ligue comme peut le faire Copenhague, mais une équipe qui maximise son identité malgré un budget très faible. Beaucoup de jeunes, un style offensif assumé et une capacité rare à relancer un cycle chaque année malgré les départs. Résultat, Nordsjælland est devenu l'un des clubs les plus respectés d'Europe pour son développement des jeunes, sans jamais renier sa philosophie éducative, un modèle unique au monde où c'est le club qui sert l'académie et pas l'inverse. On peut également mentionner Viborg qui incarne une autre facette de l'innovation danoise, plus discrète mais tout aussi révélatrice. Le club s'est spécialisé dans un domaine beaucoup moins valorisé, faire progresser des joueurs déjà bien avancés dans leur carrière. Des profils souvent considérés comme stabilisés, parfois même proches de leur plafond, que le club va replacer dans un environnement de performance extrêmement structuré. Le recrutement n'est pas pensé pour révéler des cracks à 17 ans, mais pour identifier des joueurs compatibles avec un cadre collectif précis, capables de gagner en efficacité, en compréhension du jeu et en régularité. L'analyse vidéo n'est pas un outil périphérique, elle est intégrée au quotidien du staff et directement connectée au travail sur le terrain. Cette approche n'a pas transformé Viborg en club vendeur de superstars, mais elle lui a permis de surperformer durablement et même d'atteindre l'Europe avec une qualification en Conference League en 2022. Surtout, elle a commencé à attirer l'attention d'autres clubs scandinaves, intéressés par cette capacité à faire franchir un palier à des joueurs expérimentés grâce au contexte plus qu'au potentiel brut. Plusieurs entraîneurs et analystes passés par Viborg ont depuis diffusé ces méthodes ailleurs dans la région, faisant du club une référence émergente pour la formation de staff et la progression tardive des joueurs. Ce que montre surtout l'exemple de Viborg, c'est la mentalité qui traverse aujourd'hui tout le football danois. Les clubs savent qu'ils ne disposent ni des moyens financiers, ni de l'exposition, ni du prestige des grandes ligues. Plutôt que de lutter contre cette réalité, ils ont choisi de l'accepter et de s'y adapter, en cherchant à optimiser chaque détail de leur organisation, chaque processus de travail, chaque décision sportive. Dans un championnat où personne ne peut surdominer durablement par l'argent seul, l'avantage se construit ailleurs. Et dans ce contexte justement, même les géants historiques du football danois n'ont pas eu d'autre choix que d'évoluer. Brøndby et le FC Copenhague disposent de plus de moyens, d'infrastructures supérieures et d'une exposition européenne plus forte,
Mais dans un écosystème où l'innovation vient souvent d'en bas, ces avantages ne suffisent plus. Pour rester dominants, ils ont dû intégrer à leur tour certaines logiques venues des clubs plus petits. Structuration du recrutement, usage plus fin de l'analyse, meilleure valorisation des jeunes et adaptation constante des méthodes de travail. Et aujourd'hui, cette dynamique dépasse largement les frontières du Danemark. Le modèle danois commence aussi à inspirer des clubs moins huppés des grands championnats européens, des équipes conscientes qu'elles ne pourront jamais rivaliser frontalement avec les géants financiers, mais qui peuvent en revanche optimiser leur organisation pour venir bousculer la hiérarchie. Dans un football de plus en plus polarisé, le Danemark propose une autre voie, celle des clubs lucides, cohérents et structurés, capables de transformer leurs limites en avantages compétitifs. À l'heure actuelle, le travail de Mitty Island sur la data a directement influencé Brentford, propriété du même Matthew Benham, avant de contaminer toute la Première Ligue et notamment Manchester City et Arsenal au niveau de la gestion des coups de pied arrêtés. De leur côté, Liverpool et la galaxie Red Bull ont étudié de près le modèle de North Island et de Right to Dream, fascinés par la qualité des profils formés, mais surtout la responsabilisation très tôt des jeunes joueurs et l'intégration du développement humain dans le projet sportif. Même certains clubs français comme Reims ou Toulouse se sont inspirés de la logique danoise. Structure légère, recrutement analytique, projet centré sur la valorisation des jeunes. Ensemble, et chacun de leur manière, ces clubs ont transformé la Superliga en un véritable laboratoire du football moderne. Un championnat qui ne se démarque pas par un modèle unique, mais plutôt une philosophie, une manière de penser le jeu et son organisation. Car le futur du football ne se construit pas uniquement dans les plus grands stades d'Europe, mais aussi parfois dans l'ombre de championnats que l'on ne regarde pas assez. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé au Danemark est peut-être déjà en train de se produire ailleurs. À des milliers de kilomètres de là, loin de l'Europe et de ses projecteurs, un autre modèle est en train de prendre forme. Un club, un pays et une idée encore plus radicale qui pourrait bien redéfinir la manière dont on forme et on valorise les talents au XXIe siècle. Dans le prochain épisode, on va partir vers l'Amérique du Sud. Si tu veux être du voyage, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater la suite.